Hi, Goda. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit bijou de la mer Baltique, la ville de Copenhague. Copenhague est la capitale du Danemark et Ce pays compte 6 millions d'habitants, 406 îles, dont seulement 70 sont habitées. Thématique de l'histoire des Danois, eh bien, ce sont les Vikings. Les Vikings avec leur fameux drakkar. Alors pourquoi j'insiste sur ce drakkar? Tout simplement parce que c'est un mot français. Et oui, les Danois utilisent uniquement le mot de Longskill, qui signifie un long bateau, et drakkar vient du français drag pour dragon, les fameuses têtes qui ornaient les navires, et car qui a donné cargo ou char aujourd'hui. Roskilde, à l'époque, était la capitale de ce royaume viking, où on a retrouvé des épaves enfouies dans la vase. Bien sûr, il faut évoquer la religion Asa. Vous savez, celle qui comprend les dieux Thor, Odin, Skadia, etc. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, le gouvernement danois a accepté de nouveau la pratique de ce culte, notamment pour les mariages, les enterrements, qui ont été christianisés lors des Xe au XIIIe siècle. La Suède, la Norvège et le Danemark, constitués de ces îles actuelles, mais aussi du sud de la Suède. Alors dans le sud de la Suède, on trouve encore ce drapeau danois où le blanc est remplacé par du jaune tout simplement. Durant tout le XVe siècle, ces États scandinaves, ces pays sont rassemblés sous la fameuse Ligue de Kalmar. Après les guerres napoléoniennes, encore une influence française, eh bien, les trois royaumes sont regroupés en Suède, Norvège, Finlande, Russie, et également Danemark, Schleswig-Holstein, c'est-à-dire le nord de l'Allemagne actuelle. Que s'est-il passé depuis? Au XIXe siècle, en 1864, la Prusse, avec Bismarck et ensuite le nouvel ordre baltique dans la mer Baltique, un renouveau quand on pense déjà à l'influence de la Hanse germanique et de l'influence de la langue allemande, et langue scandinave qui en fait pourrait être résumée en une langue commune, mais avec des dialectes différents selon chaque pays. En effet, tous se comprennent aujourd'hui, puisque les émissions de radio, de télévision, les journaux sont compris dans tous ces pays scandinaves, à l'exception de la Finlande. Alors lorsque l'on va encore aujourd'hui au Schleswig-Holstein, cette région la plus au nord de l'Allemagne qui a été danoise fut un temps, au Parlement de Kiel, vous pouvez trouver le parti des Danois, die Dänen. Ils sont tous plus blonds les uns que les autres. La monarchie danoise est la plus ancienne monarchie au monde. Alors, il n'est pas étonnant, au pays de Andersen, de trouver des rois, des reines, des princesses. La reine Margaret II a abdiqué en 2024 au profit de son fils Frédéric X. Mais ce qui est intéressant pour nos Français en particulier, c'est qu'ils ont tous du sang français. En effet, Margaret était mariée à Henri de Laborde de Montpezat, un Français né dans le Lot-et-Garonne en 1934 et mort en 2018 au château de Fredensborg, près de Copenhague. Frédéric X est marié à la reine Mary, et leur histoire est un conte de fées à lui seul, puisqu'il s'agit d'une roturière. Son père, en Australie, était professeur de mathématiques, tout simplement. Ils se sont rencontrés, Frédéric et Mary, lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Ils ont depuis 4 enfants et la succession royale est assurée. Le Dannebrog est ce navire royal qui porte le nom du drapeau danois, qui est aussi le plus ancien drapeau au monde encore utilisé aujourd'hui. Ce navire a été construit en 1931 dans les ateliers navals du Danemark, et tous les habitants de Copenhague, lorsqu'ils se promènent sur ces quais, regardent si le bateau est là pour savoir si la famille royale est en croisière. Copenhague est la façon dont on prononce le nom en
français, mais lorsque vous le lisez et que vous voulez le prononcer à la danoise, c'est Köbenhavn. Alors pour ceux qui ont fait de l'allemand, c'est assez facile à comprendre cette appellation euh, Kopenhavn. Kopen, c'est comme kaufen, c'est-à-dire acheter, et puis Haun, c'est le port, hein, der Hafen. Donc c'est le port des achats, le port du commerce. Et alors sur cette illustration, ce que vous voyez, c'est le quai emblématique de Copenhague, l'endroit peut-être le plus connu. Il s'agit de Nyhavn, c'est-à-dire le nouveau port qui a été construit par des prisonniers suédois. Et il a une particularité, c'est que un seul côté possède les terrasses, les brasseries, les joueurs de musique. Il s'agit d'un protocole établi dès le début de ce canal où le peuple avait le droit de marcher de ce côté qui est depuis devenu animé, alors que les aristocrates avaient l'autre côté du canal qui leur était réservé pour marcher. Si on continue au fond de ce canal et que l'on tourne à gauche, nous allons, après 20 minutes de marche, rencontrer une habitante que vous connaissez sans doute, qui est la plus célèbre danoise, la petite sirène. Il y a eu beaucoup d'auteurs de contes, hein, en France on a Perrault, il y a les frères Grimm, etc. Mais l'auteur le plus connu au monde et le plus traduit après la Bible, il s'agit de Andersen. Andersen est né à Odense. Il est l'auteur de contes comme La petite sirène, La petite fille aux allumettes, ou enfin Le vilain petit canard. Qui est de La petite sirène, très rapidement, il s'agit de la fille d'un roi des mers qui tombe amoureux d'un humain, qui le sauve lors d'un naufrage, et tombe amoureux de lui, qui ne sait pas que c'est elle qui l'a sauvé, il va épouser une autre femme, et à force de péripéties, elle va décider de ne pas le tuer, mais de se sacrifier dans l'écume, et c'est une forme d'accès à l'éternité. La petite fille aux allumettes, un conte très triste, d'ailleurs la plupart de ces contes étaient destinés aux adultes et non aux enfants. Cette petite fille pauvre vend des allumettes dans la rue le soir du jour de l'an, personne ne lui en achète. Pour se réchauffer, elle va gratter une allumette et là lui apparaît une image réconfortante, une image de feu de cheminée. Elle va craquer une seconde allumette lorsque la première est éteinte, et il s'agit là de l'apparition d'un buffet. Elle en vient à gratter une allumette qui lui fait apparaître sa grand-mère, la grand-mère qu'elle chérissait tant. Elle va continuer pour pouvoir rester avec sa grand-mère. Au petit matin, la petite fille est morte, retrouvée gelée. Alors ça paraît triste, mais dans la vision d'Andersen, ce qui nous réconforte, c'est de savoir que elle est morte auprès de sa grand-mère, auprès d'une personne qu'elle aime. Et puis, ce troisième conte le plus célèbre, Le vilain petit canard, c'est l'histoire d'une famille de canards qui couvent les œufs, et puis il y a un œuf qui est plus gros que les autres. Donc déjà avant la naissance, il y a une différence de beauté. Et lorsque le canard naît, il est noir, pâteau, mal aimé, disputé, il est moqué par les autres. Bref, il n'est pas aimé. Il passe un hiver très dur et à la fin de l'hiver, son corps se transforme, il devient un magnifique cygne. Donc le petit canard n'était pas un canard. Et là encore, il y a une morale intéressante, c'est toute une philosophie sur la vision de la beauté, hein, qui est extrêmement subjective. Autre personnage très connu du Danemark, eh bien, c'est le philosophe Søren Kierkegaard. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient lu Kierkegaard, mais pour résumer, il s'agit du premier existentialiste véritablement, c'est-à-dire quelqu'un qui nous touche de très près, puisque en tant que Français, nous avons une fibre d'existentialisme avec Sartre, Camus, Beauvoir. L'existentialisme chrétien qu'est Kierkegaard, c'est très intéressant parce que dans un contexte extrêmement religieux, sa famille était très pratiquante, il va mettre en avant la responsabilité individuelle au présent. C'est-à-dire ce qui compte, c'est l'action, et notre avenir dépend
de ce que nous faisons, c'est-à-dire de qui nous sommes. Contrairement au dogme religieux qui annonce que nous serons quelqu'un dans l'au-delà. Lorsqu'on arrive à Copenhague, immédiatement nous sommes surpris par les vélos. Le vélo est pratiqué dans beaucoup de villes du monde, mais à Copenhague, c'est quand même une particularité. Il faut savoir qu'il y a plus de vélos qu'il y a d'habitants. 550 000 habitants à Copenhague, à peu près 600 000 vélos. 55% des trajets se font à bicyclette. Alors ça paraît complètement fou pour nous, mais vous avez des vélos pour transporter les enfants à l'école, des espèces de carrioles. Vous avez les fameux Long John, les vélos avec un châssis à l'avant qui permet de transporter du matériel de construction, des denrées. Vous avez même des vélos avec une table ronde à l'avant où les 5 participants parfois peuvent tous pédaler en même temps. Alors bien sûr, il n'y en a qu'un qui dirige le vélo. Lorsque l'on demande aux Danois pourquoi ils se déplacent autant à vélo, ils disent que c'est parce que c'est rapide et c'est commode. Christiania est un lieu, une ville dans la ville de Copenhague étonnant. En 1971, des squatteurs vont utiliser une caserne désaffectée. Ils s'y sentent tellement bien qu'ils vont se proclamer ville auto-indépendante, c'est-à-dire une ville sans loi. Il y a des règles, la communauté doit décider, mais ce ne sont pas des lois au sens de l'État danois. La police les laisse, ils sont pacifiques, il y a beaucoup d'anarchistes, beaucoup de courants hippies également, des années 1970. Il n'y a pas de maison personnelle, il y a une appartenance à la communauté et tout est décidé ensemble. Chaque travaux individuel doit être approuvé par l'ensemble des habitants de Christiania. Puisque tout est sans loi, il y a des produits hors la loi, en particulier le cannabis, qui s'est tellement développé que les habitants de Christiania ont été dépassés. Ce sont en particulier 3 gangs qui, dans les dernières années, ont occupé le monopole de cette vente de cannabis, et ça a tragiquement tourné avec une dizaine de morts pour des règlements de compte. Les habitants de Christiania ont demandé à la police danoise de nettoyer le quartier, et aujourd'hui, à la place du cannabis, en tous les cas, à la place d'un cannabis vendu ouvertement dans la rue, il y a des artisans, il y a des musiciens, un tas des shops, de restaurants. Il y fait très bon vivre. Aujourd'hui, 800 personnes y vivent, certains de la génération beatnik, d'autres des générations suivantes, notamment certains de leurs enfants. Tivoli est un parc d'attractions mondialement connu, magnifique. Il a été créé en 1876, c'est le plus vieux parc d'attractions en Europe. Tivoli est particulièrement beau, avec des arbres centenaires, avec des jardins, des constructions en bois remarquables. Et là encore, on peut y aller uniquement pour écouter des concerts, prendre un verre et pour admirer les plantes. Le Danemark est un pays scandinave avec ce cliché de froid. Détrompez-vous, l'été on peut attraper des coups de soleil sur la plage, notamment avec la plage de Amager, où il fait bon courir, se baigner. C'est en été exactement la même température que la Seine depuis que l'on peut s'y baigner, à peu près 20 degrés. On peut y voir des spectacles magnifiques de kitesurf. Il y a également le fameux Ironman, avec un départ sur ces plages. Qui ne connaît pas Lego, puisque Lego est le jouet le plus utilisé au monde. En 1934, Christiansen est un menuisier et il a l'idée de créer des jouets en bois, des cubes en bois qui s'ajustent. Il va leur donner le nom de Lego, puisque les God en danois signifie joue bien, donc amuse-toi bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que en latin, Lego signifie je construis et j'assemble. Après la Première Guerre mondiale, il va investir dans des moules en plastique. Et son fils va avoir l'idée plus tard de rajouter les fameux picots et les petits tubes dans lesquels
s'encastrent les cubes les uns dans les autres. Le succès venant, en 1968, c'est l'ouverture du premier parc d'attractions Lego à Billund. Alors des parcs d'attractions Lego, il y en a partout, au Japon, à New York, en Californie, en Floride, etc. Beaucoup d'endroits publics présentent des pièces Lego. Lorsqu'on arrive à l'aéroport de Copenhague, il y a un énorme avion en Lego qui accueille les enfants. Certaines œuvres d'art sont aussi faites en Lego. Si vous voulez profiter d'une demi-journée extrêmement culturelle, je vous recommande d'aller au musée de Louisiana, le fameux musée d'art moderne et contemporain. Là, vous trouverez une collection exceptionnelle de tableaux comme Picasso, Dubuffet, Giacometti, Yves Klein, donc beaucoup de tableaux qui parlent aux Français également. Tout cela sur un site exceptionnel, un magnifique parc avec des collections à l'extérieur également. Bien sûr, il ne faut pas oublier de profiter d'un café euh, dans le parc avec la vue imprenable sur la mer. Øresundsbro est un ouvrage d'art remarquable, mondialement connu, puisqu'il s'agit du pont suspendu qui va relier le Danemark à la Suède. Alors, il part quasiment de Copenhague, il fait 16 km de long. Ce n'est pas le plus long en Europe, le plus long est aussi au Danemark, c'est celui qu'on appelle The Grand Belt Bridge, qui lui mesure 2 km de plus. Qui dit découverte culturelle dit aussi découverte gastronomique. Ce sont les plats typiquement danois. Au premier chef, je vais citer le smørrebrød. Smørrebrød, pour ceux qui aiment l'allemand, c'est comme le schmierbrot, c'est-à-dire un pain tartiné au beurre. Généralement une tranche de pain de seigle, c'est-à-dire compacte et riche en fibres, sur laquelle on a placé du saumon, du hareng mariné, des crevettes. Ça peut être aussi du porc ou du fromage. Et surtout, le tout va être décoré de façon extrêmement raffinée grâce à des morceaux de radis, des herbes, des concombres. Pour les amateurs de hot dog, eh bien, vous pourrez trouver les pølsevåg hot dog. Ils sont composés de pain moelleux, légèrement sucré. On y place toujours une saucisse rouge, bouillie ou grillée, avec des cornichons marinés, agurkesalat, de la rémoulade danoise, une sauce à base de mayonnaise, de moutarde et d'épices, ainsi que les fameux oignons grillés et croustillants mélangés à des oignons frais qui s'achètent dans des stands, les fameux pølsevogn. Pour les visiteurs qui aiment les douceurs, qui aiment les sucreries, eh bien vous ne serez pas en reste avec une quantité de pâtisseries à la cannelle, les fameux cinnamon rolls, également à la cardamone, et puis toute une famille de Copenhagener, c'est-à-dire des pâtisseries avec de la crème pâtissière à la vanille et puis des fruits rouges. La bière fait partie de l'ADN danois avec des marques très connues comme la Tuborg, Carlsberg, etc. Ce n'est pas un hasard puisque les Danois boivent en moyenne 125 litres de bière par an et par habitant. En France, c'est le quart, c'est-à-dire à peine 30 litres par an. Lorsque vous dites à un Danois que vous aimez la Tuborg ou la Carlsberg, et c'est comme si en France vous disiez que vous préférez les fromages industriels. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de brasseries locales, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Alors pour goûter tout cela, et plus encore, rien de tel que les street food. Les street food, il y en a plusieurs, extrêmement agréables. Par exemple à Rügen ou encore à Bruns. Alors ce sont des endroits pour passer plusieurs heures avec des amis ou sans, puisque dès qu'on s'assied à une table, on engage la conversation, et on y parle toutes les langues du monde et on peut goûter de la cuisine du monde entier, assis sur des bancs, assis sur des transats, les pieds au-dessus de l'eau. Et puis si vous disposez de plus gros budget et que vous voulez découvrir la nouvelle cuisine danoise, eh bien c'est par exemple Noma, un restaurant plusieurs fois étoilé,
qui a mis au goût du jour des produits locaux, c'est-à-dire des poissons, des fruits de mer, également beaucoup de plantes. Au-delà de ce que l'on voit, le plus important au Danemark, comme dans beaucoup de pays, est ce que l'on ressent, ce que l'on vit, c'est-à-dire les échanges avec les gens, les atmosphères de la rue. Et d'abord, il y a un aspect typique du Danemark, c'est le hygge, tout ce qui est hyggelig, c'est-à-dire l'absence de contraintes, l'absence de stress, un côté apaisé, tout est tranquille, c'est du cocooning, c'est ce qu'on appelle gemütlich en allemand. Il y a toujours des plaids, des bougies, une boisson chaude, peut-être un feu, pour trouver une atmosphère chaleureuse, à la fois physiquement et également dans les relations humaines. Un autre aspect extrêmement intéressant au Danemark est la sécurité. Le taux d'homicide est quasiment nul, sinon c'est parfois à cause d'étrangers. La plupart des gens n'attachent pas leur vélo. Ceux qui les attachent souvent, c'est parce qu'il y a tellement de vélos, c'est pour éviter que quelqu'un embarque leur vélo sans faire attention. Vous pouvez trouver des fruits, des légumes au bord de la route, sans personne pour les vendre. Lorsque vous vous servez, vous déposez simplement l'argent dans une boîte. Alors ça, c'est commun à tous les pays scandinaves, on va dire. Un trait important également au Danemark, c'est l'ouverture d'esprit. Alors l'ouverture d'esprit, ça se traduit de nombreuses façons, hein. C'est par exemple le sourire systématique des gens, l'absence de volets. Il n'y a pas de volets aux fenêtres. Bien que, à la limite, il peut y avoir un rideau si on veut dormir sans lumière, mais vous pouvez traverser les rues et voir ce que chacun fait le soir derrière sa fenêtre. Il lit un journal, il s'amuse avec ses enfants. On n'essaie pas de se cacher parce que, de toute façon, on n'a rien à cacher. On n'a pas de complexe. Et ça, c'est plutôt agréable. Dans les vestiaires, tout le monde va être nu. Il n'y a pas cette honte du corps que l'on retrouve dans la plupart des pays latins. Le corps, c'est quelque chose de naturel, de normal. C'est aussi naturel que de manger et respirer. Donc pourquoi est-ce qu'on cacherait son corps après tout? Encore un aspect révélateur de l'ouverture d'esprit. En 1969, le Danemark est le premier pays à pratiquer le mariage homosexuel. Autre aspect typiquement danois, eh bien, c'est cette mentalité éco-citoyenne. Alors on le voit partout avec les énergies renouvelables, il y a partout de grandes éoliennes. Il n'y a pas au Danemark ces débats sur la beauté ou la laideur de ces grands moulins à vent. On pense d'abord à la nature, à l'énergie naturelle et propre. Il y a énormément de toits végétalisés, également des potagers collectifs, un peu dans tous les quartiers. Le tri est quelque chose d'assez fascinant parce que à certains endroits, il y a 32 poubelles de tri différentes. Alors on ne vous demande pas d'avoir 32 poubelles à la maison, simplement vous venez avec vos détritus et il y a des zones avec le tri sélectif. Et puis ce sont des endroits aussi où vous allez déposer tout ce que vous ne voulez plus utiliser. Vos chaises, vos livres, votre vaisselle, qui sera récupérée par d'autres personnes. Et ainsi, il y a euh, une économie circulaire et gratuite, contraire au propre du gaspillage. Certains probablement connaissent le Danemark d'abord par son classement au rang des pays les plus heureux du monde. En effet, le Danemark arrive souvent, selon les années, en première position. Il y a des milliers de critères. Chaque personne interrogée dans les pays doit exprimer son propre ressenti. Donc c'est pas une vision qu'on a des autres, c'est vraiment soi-même. Est-ce que on aime, par exemple, les paysages qui nous entourent? Est-ce que on considère qu'il y a une belle cohésion sociale? Quelle est notre estimation du système de santé? Quelle est la sécurité? Quel est l'accès à l'éducation? Etc., etc.
Les Danois sont extrêmement positifs et généreux. Ils arrivent à se contenter de peu. Alors ça peut paraître paradoxal parce que c'est un pays où on gagne beaucoup d'argent, tout simplement parce que la vie y est chère. Le Danemark, comme la plupart des pays scandinaves, est une terre d'architecture et de design, c'est l'un des points forts. Citons la chaise de Arne Jacobsen, commandée par Louis Vuitton, depuis équipée en style balançoire ou de cuir, qui a permis à Jacobsen, décédé en 1971, de marquer son empreinte dans le monde du design scandinave. La chaise fourmi ou la egg chair, hein, la fauteuil en coquille d'œuf. Le designer Wegner avec sa wishbone chair. Morgensen, Yule, etc., etc. Aujourd'hui, le Danemark apparaît aussi comme le nouveau Las Vegas de l'Europe. Alors, pas pour les jeux d'argent, mais pour les mariages expéditifs. On peut se marier au Danemark en quelques minutes. Il suffit de remplir des formulaires en ligne. Si un couple homosexuel d'Afghanistan décide de se marier, ils peuvent se rendre dans un petit village et être mariés en 10 minutes. La politique migratoire au Danemark est extrêmement stricte. Ça peut paraître paradoxal de la part de gouvernements sociaux-démocrates, donc a priori ouverts sur le social. Eh bien non, les tests pour devenir danois sont tellement exigeants que la plupart des Danois ne pourraient pas réussir. C'est une véritable volonté pour préserver cet équilibre, cette harmonie, ce hygge et ce sentiment de pays où l'on est le plus heureux au monde. Voilà, j'ai maintenant terminé. Mangu tak, qui signifie merci beaucoup et à bientôt.